à tous d'être présents ce soir. Donc, je suis effectivement Émilie Chalmin. Voilà, comme ça sera mieux. Avec ma collègue Hélène Salomon, on va essayer d'illustrer un petit peu ce qu'on entend par les couleurs dans les humanités anciennes et dans la préhistoire. Donc, nous venons toutes les deux du laboratoire Editem, comme nous l'a introduit Nicolas Foresti. Et donc on va essayer d'illustrer au maximum en fait une partie de nos activités évidemment. On n'est pas complètement exhaustif mais essayer de vous laisser entrevoir nos collaborations. Ça fait maintenant 17 ans je pense qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble. Voilà, donc on va essayer de vous raconter un petit peu ces histoires-là. Bien, donc d'abord je vais commencer. Merci beaucoup de nous avoir invités à... plus près, de nous avoir invités à présenter une sorte de panorama de l'exploitation des couleurs par deux humanités. Et donc ces deux humanités... Beaucoup plus près, ouais, d'accord. Donc un panorama de l'exploitation des couleurs par deux humanités qui se déroule sur une période de temps qui est assez longue, qui nous fait plonger vers environ 50 000 ans avant nos jours, jusqu'à à peu près 20 000 ans avant nos jours. Donc cette période recouvre l'existence de deux types d'humains, les hommes modernes, dont nous sommes des descendants directs, et les hommes de Néandertal. Les hommes de Néandertal nous sont moins bien connus, mais il semblerait que d'après la génétique, nous en ayons un petit peu en nous. En Europe du moins. Cette période de temps très long voit la disparition des hommes de Néandertal en Europe, où ils habitaient depuis à peu près 200 000 ans, avant l'arrivée des hommes modernes, il y a à peu près 40 000 ans. On sait que les hommes modernes utilisaient des matières colorantes, des pigments, pour faire des dessins, des peintures sur les parois des grottes. En revanche, les hommes de Néandertal ne semblent pas nous avoir laissé de tels vestiges. Or, ils utilisaient beaucoup de matières colorantes. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à vous présenter un peu leurs usages et leurs pratiques qui entouraient l'exploitation de ces matières. Par ailleurs, l'exploitation de matières colorantes pose vraiment un problème. L'une des questions, c'est que pensait Néandertal? Était-il si différent de nous? Et c'est ce qu'on a pensé dans un premier temps, en les découvrant, en voyant son physique, ou du moins ce qu'il en restait, les ossements, un gros crâne, des arcades sourcilières proéminentes, l'arrière d'un crâne également très marqué, un front fuyant, pas de menton, une mâchoire solide et des os extrêmement robustes. On imaginait un charognard qui récupérait donc de la viande, et en revanche, on n'y associait pas des pratiques culturelles élaborées. Pourquoi les matières colorantes sont si importantes pour questionner les habiletés de Néandertal? Eh bien parce que la propriété première de ces matières, c'est qu'elles fournissent de la couleur. C'est une évidence, du rouge, du noir, du jaune, et ce qu'ils en faisaient nous semble absolument peu accessible. Donc on verra que les matières colorantes, quand elles sont trouvées avec des vestiges d'occupation des hommes de Néandertal, nous donnent l'impression qu'ils avaient une pensée symbolique. Par symbole, on pense une série de signes qui sont compris uniquement dans leur culture. Ils ne peuvent s'exprimer ou être compris en dehors de cette culture. Donc les matières colorantes, par cette valeur de couleur, peuvent communiquer des symboles. Donc Néandertal ne serait finalement pas si éloigné de ce que nous sommes. Et justement, ces couleurs, elles peuvent être appliquées sur différents supports. Ce qui rapprocherait donc Néandertal de notre humanité, c'est le fait qu'il se serait peut-être couvert le corps de ces pigments. Comme le disait Lévi-Strauss, un corps n'est pas humain. Un humain n'est pas, s'il n'est pas couvert de couleurs, ou orné, ou décoré. Donc les peintures corporelles
ça fait partie des hypothèses qui pourraient expliquer l'exploitation de matières colorantes, tant pour les hommes de Néandertal que les hommes modernes. Comme on l'a vu, du rouge à lèvres, c'est commun. Mais on suppose aussi que ces matières ont pu être utilisées pour d'autres applications, en particulier pour traiter différentes matières, des matières organiques par exemple. Les matières colorantes sont riches en oxyde de fer. Les oxydes de fer sont supposés asséchants. Ça permet de traiter des peaux de bêtes. Ça permet d'entrer dans la composition de certains médicaments, dans la pharmacopée, ou alors pour réaliser des adhésifs assez sophistiqués. Je me suis permis de mettre du mercurochrome en bas, enfin de l'éosine en bas de l'image, parce qu'en réalité, le rôle de la couleur dans un médicament est aussi un rôle d'avertissement, peut aussi signaler que le mal est pris en compte. Donc le rouge, dans les écrits ethnographiques, revient régulièrement comme une matière qui a plein de propriétés, qui protège le corps, qui protège l'humain, qui protège l'habitat, et qui permet de traiter différents matériaux. Finalement, ces matières, on les retrouve dans plein de contextes. On les retrouve sur les parois des grosses, on les retrouve dans les sépultures, en association avec les squelettes, et on les retrouve sur les sites d'habitat. Ça nous permet donc de rechercher et de faire le lien entre ces différentes activités durant le Paléolithique. Donc, dans l'art pariétal, on sait que ça a été utilisé, mais il est extrêmement difficile de faire le lien entre les sites ou entre les vestiges qui se trouvent enfouis ou sur parois. Et ces liens, c'est tout l'enjeu de notre travail avec Émilie. L'enjeu repose principalement dans l'étude des relations qui ont pu exister entre les gîtes géologiques, donc les matières premières qui ont été sélectionnées dans les environnements, ces matières qui ont été rapportées sur les sites, traitées, transformées par chauffage, par broyage, et les parois sur lesquelles les hommes modernes, en tout cas, peut-être Néandertal, ont appliqué ces matières. Et finalement, c'est toute une industrie, c'est toute une organisation qui nous permet d'appréhender territoire, culturel, économie, stratégie collective et individuelle. On arrive à retrouver derrière ces actes les personnes qui ont laissé ces traces. C'est notre travail, mais en revanche, il faut bien se garder de préciser à l'infini chaque petit échantillon en l'isolant de tout son contexte. Nous cherchons bien à travailler sur ces liens. Ce sont les liens qui ont un sens, qui avaient un sens social, qui avaient un sens économique et donc un sens culturel. En restituant ces liens, nous pouvons accéder à ce qui était la tradition, elle-même transmise de génération en génération. Donc maintenant, je passe la parole à Émilie, qui va poursuivre. Je vais essayer de vous expliquer comment on s'y prend justement pour essayer de reconnecter un petit peu ces objets les uns entre les autres et de redonner sens en fait à des objets qui vont être trouvés parfois isolés ou parfois nombreux dans un environnement, dans un site archéologique. Donc pour ça, on a développé depuis plusieurs années une sorte de boîte à outils méthodologique pour essayer de savoir comment on peut faire pour appréhender en fait ces matières. Donc, une des premières approches, je vais vous en parler juste après, c'est toutes les techniques analytiques, physico-chimiques qu'on peut développer, qu'on peut exploiter, utiliser pour comprendre de quoi sont constitués ces objets. Mais on peut aussi s'appuyer sur un certain nombre aussi d'expérimentations. Et pour essayer d'identifier les sources de matières premières, on va aussi s'intéresser à l'environnement direct et également plus lointain qui sont propices à fournir de la matière première. Donc, on va aussi bien s'intéresser aux cartes géologiques actuelles qui nous montrent des affleurements potentiels de gîtes de matières colorantes rouges ou noires, donc ces matières ferrugineuses ou dites de manganèse qu'on va retrouver dans un environnement. Donc, on va essayer d'aller sélectionner sur le terrain un certain nombre de ces matières sur lesquelles on va essayer de trouver des indices qui permettent de faire des corrélations avec ce qu'on va pouvoir trouver dans les objets archéologiques. Ces objets archéologiques, ils enregistrent aussi au fur et à mesure en fait, des empreintes laissées par les différentes actions
que ce soit de l'extraction, broyage, mélange. Donc il enregistre tout ça. Et nous, on essaye de décortiquer ces différents stigmates qui sont laissés au fur et à mesure de l'utilisation et de la préparation de ces matières. Et pour mieux les comprendre, on passe aussi par l'expérimentation. Et donc, utiliser des matières premières qui nous semblent avoir des propriétés caractéristiques de ce que recherchaient ces sociétés nous permet aussi de comprendre ce qui résiste lors de ces étapes de préparation et ce qui est enregistré. Donc, l'expérimentation, la recherche de provenance et l'analyse sont vraiment trois pôles très complémentaires sur lesquels il est nécessaire de faire différents va-et-vient. Donc, par rapport aux techniques analytiques, je ne vais pas vous expliquer dans le détail tout ce que celles-ci apportent, mais ça commence déjà sur le terrain. Sur le terrain, il y a différents terrains. Le terrain, c'est déjà le site archéologique en lui-même, l'environnement de ce site, comprendre dans quel contexte la sédimentation a pu avoir lieu, quels sont les artefacts qui sont spécifiquement liés à l'action de l'homme par rapport à des formations qui peuvent être naturelles, formées à l'intérieur en fait, des sédiments, des phénomènes dits pédologiques. Donc, au moment de la fouille, on tamise aussi ces fameux sédiments et on retrouve aussi un certain nombre de ces micro-fragments. Et puis, dès la sortie du terrain, on va aussi observer déjà sous la loupe binoculaire avec nos yeux et essayer de caractériser et de voir ces matières rouges. Et vous avez aussi le terrain avec une approche vraiment plus géologique quand on se rend sur les sites d'approvisionnement potentiels, ou en tout cas qui sont affleurants et qui potentiellement étaient disponibles en fait à des périodes plus reculées. Ensuite, une deuxième approche analytique est dite in situ. In situ veut dire on prend des dispositifs expérimentaux, analytiques, et on les amène sur le terrain. Alors sur le terrain, dans la plupart du temps, quand on dit in situ, c'est principalement en lien avec de l'art pariétal, que ce soit sur des sites extérieurs, comme vous avez l'exemple ici sur votre gauche, ou à l'intérieur avec les deux autres photos, une qui est prise dans une grotte qui s'appelle la grotte au Point en Ardèche. Donc on installe des dispositifs qui sont parfois encombrants, qui ne résistent pas toujours, qui sont parfois un petit peu capricieux quand il s'agit de résister au vent quand c'est à l'extérieur, à l'humidité quand c'est à l'intérieur. Est-ce qu'ils sont faits pour la pénombre? Est-ce qu'ils sont faits pour l'ensoleillement? Donc toutes les contraintes analytiques qui vont aussi réduire la qualité en fait, des mesures qu'on va pouvoir faire sur le terrain. On a des problèmes d'accessibilité aussi, la topographie du terrain, surtout quand les sites sont parfois reculés, qu'il faut 2 heures d'approche avec 400 mètres de dénivelé jusqu'à 1000 mètres de dénivelé. Comment on transporte des groupes électrogènes, etc. Je vous en passe, mais il y a beaucoup de contraintes à amener des dispositifs sur le terrain. Mais on y arrive quand même. Mais parfois pour des résultats qui vont être pas aussi intéressant qu'on aurait espéré. Donc pour ça, on va procéder à d'autres techniques analytiques. Cette fois-ci, on va essayer d'amener le maximum d'informations en laboratoire. Soit ce sont les petits objets ou voire des plus gros objets qui vont être sortis en fait, de leur contexte archéologique, qu'on va pouvoir emmener en laboratoire, observer sous toutes les coutures, soit des micro-prélèvements. Mais les micro-prélèvements nécessitent évidemment des autorisations. On ne fait pas des micro-prélèvements juste pour le plaisir. Donc il faut en permanence en fait, justifier aussi de ces approches auprès d'une communauté et auprès en fait, des services de conservation. Donc, différentes échelles d'observation, de l'œil jusqu'à une échelle microscopique, voire submicronique, avec des dispositifs comme les microscopies électroniques à balayage dont on dispose sur la plateforme de l'université. Mais on se déplace également sur des plus grands instruments, des accélérateurs, donc comme l'accélérateur Grand Louvre qu'on va retrouver à Paris, ou le synchrotron de Grenoble ou d'ailleurs. Ici, ce sont deux exemples, effectivement, où on peut amener des dispositifs on peut amener des échantillons auprès de ces dispositifs qui sont particulièrement adaptés en fait, pour les matériaux du patrimoine parce qu'ils sont dits non destructifs. Donc l'analyse n'impacte pas du tout l'objet. On ne voit aucune trace et ça ne laisse aucune... ce n'est pas juste une question de perception, mais ça n'endommage pas la matière qu'on va analyser et pour autant, on va mieux comprendre la chimie, la structure, les différents constituants en fait, de ces différentes matières.
Qui sont ces objets qu'on va étudier? Ils sont sous forme multiple, donc au-delà de ce qu'on va retrouver déposé sur la paroi. Donc ici, vous avez un exemple d'un micro-prélèvement vu en coupe transverse, en fait, où on voit bien le substrat et les différentes couches avec une couche assez épaisse de matière colorante. Ici, noir en oxyde de manganèse. Alors, c'est un exemple à Lascaux, c'est l'un des rares exemples où on a une quantité de matière suffisante en fait, pour essayer d'analyser. Il faut comprendre que des cas comme ça sont exceptionnels et que la plupart du temps, on n'a accès qu'à une infime quantité, à un fantôme en fait, de peinture. Et on peut atteindre en fait, des épaisseurs qui sont de l'épaisseur de quelques cheveux. Donc, il y a un défi analytique assez important en fait, à réussir à accéder à caractériser ces matières. Alors, on va essayer de trouver d'autres outils sur lesquels on va retrouver aussi des poudres déposées, comme ces objets sur lesquels on va retrouver des écailles, sur lesquels on va retrouver des traces de couleurs. Et puis, les objets, les outils qui ont servi aussi à préparer ces matières, comme des meules ou des percuteurs sur lesquels on va retrouver. On retrouve aussi, dans certains cas, des ossements ou des silex avec des traces aussi de matière colorante. On va croiser toutes ces informations aussi avec des blocs de matière qu'on va appeler cohérentes, qui peuvent avoir des tailles de quelques millimètres jusqu'à plusieurs centimètres, qui peuvent être facettés, modelés, ou simplement des fragments qui sont issus, en fait, on peut les considérer comme des déchets liés à la percussion, au premier broyage, en fait, qui vont permettre d'obtenir une taille raisonnable, en fait, de matière pour ensuite produire soit de la poudre, soit produire ces objets facettés assez intrigants qu'on appelle des crayons. C'est un terme abusif, évidemment, puisqu'on n'a pas vraiment de traces d'utilisation d'une mine, d'une pointe qui serait directement appliquée sur une paroi. C'est plutôt des objets qui sont issus d'un certain nombre d'actions d'abrasion sur chacune des faces. Évidemment, une fois qu'on a analysé et qu'on a compris de quoi étaient constituées ces matières, on a besoin de les reconnecter les uns aux autres. Cette idée de puzzle, on les met, on les assemble, et donc on essaye d'avoir une perception un peu plus large, en fait, simplement de ce qui est contenu à l'intérieur d'un seul de ces objets. On essaye au maximum de les mettre en perspective et de les repositionner, en fait, déjà dans un espace, dans un territoire. Comme ici, on va replacer des sites archéologiques dans des contextes géologiques propices à l'exploitation de matières premières. On va essayer de définir toutes les techniques qui ont permis d'obtention de ces différents artefacts, remonter à des questions d'économie, etc. Et donc, on va essayer d'illustrer un petit peu cette remise en contexte avec deux exemples. Et donc, je vais repasser la main à Hélène pour qu'elle vous présente un petit peu l'exemple de l'homme de Néandertal. Bien, merci Émilie. Donc, on va se concentrer sur le nœud du problème. Il y a à peu près 35 à 45 000 ans. C'est une époque qui voit donc la disparition des hommes de Néandertal en Europe, qui étaient implantés là depuis 200 000 ans. Donc, il est assez difficile d'expliquer les raisons de leur disparition. Dans ce même espace géographique vont se déployer à peu près dans la même période, ça encore c'est très difficile à dire, les hommes modernes, les premiers hommes modernes, et quelques millénaires après leurs premières installations, il semblerait que ces hommes modernes sont installés ou au moins ont visité des cavités profondes où ils ont réalisé des dessins figuratifs comme dans la grotte de Chauvet en Ardèche. Alors pourquoi c'est le nœud du problème? Parce que les processus de disparition d'une humanité avec le remplacement par une autre sont très mal connus. Il y a beaucoup de débats, mais en réalité, on manque vraiment de données. Premièrement, on a une très mauvaise résolution chronologique. C'est la période qui se trouve dans les limites de nos capacités à faire des datations par le carbone 14. Donc on a des marges d'incertitude qui sont gigantesques et qui recouvrent la période elle-même. Deuxièmement, il y a un manque réel de restes humains qui sont associés aux restes d'habitat. Donc on reconnaît bien des silex taillés par des moustériens, comme on dit. Un moustérien, c'est principalement des hommes de Néandertal, mais les hommes modernes aussi ont taillé les silex de cette manière-là. C'est une manière de tailler le silex qui a été transmise de génération en génération, qui
est donc une tradition, mais ça n'était pas inféodé au seul néandertalien. Par ailleurs, les premières cultures qui sont dans les environs de 40 000 ans en Europe pourraient tout autant être le fait d'hommes de Néandertal ou d'hommes modernes, mais nous n'avons pas de vestiges humains associés à ces industries. Personne n'a laissé une dent de lait, personne n'a enterré ses morts dans cette période chronologique. Et résultat, on ne sait pas comment s'est réalisé ce remplacement et comment s'est réalisée aussi cette installation et cette diffusion en Europe des hommes modernes. Alors, on peut simplement constater que expliquer la disparition de l'homme de Néandertal par le fait qu'il était culturellement inférieur à l'homme moderne n'est pas très satisfaisant. Pendant 200 000 ans, les Néandertaliens ont connu plusieurs oscillations climatiques importantes. Réchauffement climatique bien au-dessus de ce que nous connaissons actuellement, refroidissement qui a été presque aussi important que celui du pléniglaciaire il y a environ 22 000 ans, à 20 000 ans, avec des calottes glaciaires qui descendaient jusqu'à Berlin, Amsterdam et à peu près Lyon, semble-t-il, dans le secteur. Donc ils ont réussi à se déployer en Europe et jusqu'à l'Asie centrale, en passant par des périodes climatiques qui ont été très tranchées, ça ne les a pas fait disparaître. Ils ont mis en place des stratégies de chasse qui étaient très opérables, et ils étaient capables de tailler du silex d'une manière qui frise la virtuosité. Vous avez ici quelques exemples, en haut à gauche d'un biface. Alors un biface, c'est un façonnage comme de la sculpture. C'est un couteau qui a une longue durée de vie et qui est le résultat d'un apprentissage d'une bonne dizaine d'années. Voilà, on n'apprend pas à tailler ce type de silex et ce type d'objet du jour au lendemain. En dessous, vous avez un exemple de nucléus levallois à droite. Ce type de nucléus permet d'obtenir des éclats. Donc, toute la périphérie est extrêmement tranchante. C'est un fil de rasoir. La réalisation de ce type de schéma opératoire résulte aussi d'un apprentissage de longue durée qui passe par la parole, qui passe par des démonstrations et qui respecte un certain nombre de codes qui sont transmis. Il y a par ailleurs une qualité des matières premières qui a été véritablement recherchée pour faire ce type d'objet qui pouvait nécessiter des déplacements de matières premières sur plusieurs centaines de kilomètres. Donc les gîtes de matières premières étaient très bien connus. La façon de tailler le silex pour obtenir des produits déterminés était parfaitement connue et maîtrisée. Finalement, rien n'interdisait à ces humains de vivre d'un point de vue pratique et des questions de subsistance. Par ailleurs, il y a plusieurs indices qui nous permettent de penser que les hommes de Néandertal avaient développé un certain nombre de préoccupations métaphysiques, symboliques. Métaphysiques parce qu'ils enterraient leurs morts. Et avec les morts, on a retrouvé à plusieurs occasions du mobilier qui pourrait être considéré comme des dons dans le cadre de rituels funéraires. Alors on relance en ce moment la question de la tombe de Shanidar, qui a été découverte dans les années 50 en Irak, dont un des squelettes était environné de pollen, de fleurs de la steppe, pour lesquels il avait été supposé que c'était des témoignages de rites funéraires accompagnant le défunt, qui aurait été mis sur une litière de fleurs. Alors ça a été très discuté, parce que les pollens c'est extrêmement petit et on pensait que ça pouvait s'être infiltré dans le sédiment. Mais la poursuite des travaux dans ce site a démontré qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient été inhumées et que le signal de pollen est quand même beaucoup plus fort en association avec le squelette. Voilà, donc on peut supposer assez raisonnablement que les corps des humains étaient accompagnés, les corps des morts étaient accompagnés avec des rituels. Par ailleurs, maintenant nous avons des certitudes que les hommes de Néandertal se paraient le corps. Et ça a été possible uniquement à la faveur de recherches dans d'anciennes collections, parce qu'on n'avait pas supposé ça bien avant. On a retrouvé en effet sur des ossements des ossements de rapaces des traces de découpe. Vous voyez des petites incisions sur les photos, sur les zooms des photos, qui indiquent qu'on a détaché les plumes et que ce sont les plumes les plus grandes des ailes qui ont été recherchées. Ces plumes n'ont pas de vocation technique qui nous semble
une bonne explication. Si on veut faire des hampes de projectiles, ce ne sont pas des grandes plumes qu'il faut prendre parce qu'elles sont beaucoup trop longues, beaucoup trop lourdes. En revanche, pour se parer le corps, ça pourrait, en tout cas, cette sélection particulière des grandes plumes nous indiquerait plutôt que les plumes étaient recherchées pour leur aspect décoratif. On suppose donc que ça pouvait être mis sur le corps. De même, l'exploitation de matières colorantes noires, des oxydes de manganèse, est très très importante, notamment dans le sud-ouest de la France. Et dans d'autres sites, et donc ça c'est un site en cours de fouille, dans le bassin parisien sur lequel j'interviens, où on trouve un niveau moustérien qui date d'il y a à peu près 47 000 ans. On retrouve un lit de silex, et sur l'ensemble du site, associé aux objets en silex taillés, on retrouve des matières colorantes qui sont des petites pièces rouges au milieu du sédiment. Une fois nettoyées, on dégage les surfaces et on retrouve des traces d'usure qui indiquent des traces de raclage avec des outils en silex, des traces d'abrasion, et qui nous permettent de dire que là, c'est vraiment la poudre qui a été recherchée. Pour ces matières particulières, on a pu établir la provenance géologique. Et il s'avère que ça vient de bien plus loin que la matière première en silex qui a été exploitée. Le silex sur ce site a été exploité d'une manière assez frustre. Ils ont pris la première matière première disponible, qui n'était pas de très bonne qualité, qui avait des fractures à l'intérieur des nodules, et ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de surprises au cours de l'exploitation d'un bloc, qui se cassait de façon involontaire. Cette matière était assez contraignante finalement. Tout ça pour faire des petits éclats extrêmement coupants, mais rien à voir avec les très beaux bifaces que je vous ai présentés juste avant. Pour cette période, on pense que les Néandertals ne se donnaient pas beaucoup de peine pour faire des objets codifiés, et on pense que là, la tradition était en train de disparaître, et probablement Néandertal avec. Et pourtant, en étudiant ces matières colorantes, il est possible de démontrer que finalement, l'investissement économique a été mis, non pas seulement dans l'exploitation du silex, pour lui donner des belles formes, mais finalement, pour exploiter d'autres matières. On ne peut pas expliquer la disparition de Néandertal par le fait que, finalement, le fond culturel était en train de s'étioler. On ne peut pas non plus expliquer la disparition de Néandertal par le fait qu'il était en train de devenir complètement décadent, incapable de produire encore des beaux silex qui ne sont pas forcément plus performants. Puisqu'il se donnait du mal pour exploiter d'autres matières, puisqu'il se donnait du mal pour aller faire quelque chose qui nous échappe encore. Peut-être appliquait-il ces poudres rouges sur son corps, à ce moment-là, il nous manque vraiment les corps. Peut-être appliquait-il ces poudres rouges sur les gros blocs de grès que vous voyez dans le fond de la tranchée, qui sont des grès de Fontainebleau. C'est possible, mais pour le moment, on n'en a pas trouvé. Donc voilà, il y a encore une recherche à faire de ce côté-là, c'est de retrouver sur quoi étaient mises ces poudres. Mais en tout cas, on ne peut pas considérer que Néandertal ait disparu parce qu'il était devenu trop bête et absolument pas compétitif vis-à-vis des hommes modernes. Par ailleurs, un certain nombre de découvertes ou de réévaluations de découvertes actuellement permettent d'instiller le doute sur leur capacité décorative, esthétique. Mais c'est des découvertes qui ne datent pas forcément d'aujourd'hui. Ce sont des objets qui ont été sortis de fouilles, des grottes qui étaient connues, comme la grotte de Nerja ou la grotte d'Ardalès en bas. C'était des grottes qui étaient connues, dans lesquelles on savait qu'il y avait des peintures et elles avaient été systématiquement attribuées à des hommes modernes. Mais en réalisant des datations par uranium-thorium sur les voiles de calcite qui se sont développées à la surface des parois, donc qui recouvrent ces pigments, eh bien, il semblerait que Néandertal pourrait être considéré comme l'auteur de ces réalisations. Alors, il y a encore quelques incertitudes, il y a encore pas mal de discussions dans la communauté des dateurs, mais on commence à avoir 3 grottes maintenant, 4 grottes, dans lesquelles des peintures rouges sembleraient plus anciennes que 40 000 ans, et ça mérite véritablement d'être considéré. Donc finalement, les applications symboliques, décoratives, réalisées par Néandertal semblent véritablement probables. Donc pour finir sur Néandertal, le point de vue a véritablement changé en un siècle. Entre la vision de Marcelin Boule d'un primate bipède hirsute tenant une massue à la main et considéré comme charognard et en proie
a une haine profonde si on regarde bien son sourire et son rictus. On peut, en considérant l'homme de Néandertal de la même manière que l'homme moderne, avec une moindre pilosité, finalement, on peut se rendre compte qu'on est assez proche, même physiquement. Et maintenant, il est au goût du jour de lui attribuer même la culture, ou de le trouver sympathique, comme cette restitution de l'homme de Spie en Belgique, qui est un petit rouquin au regard coquin. Finalement, c'est plus cette bête sauvage que l'on a voulu mettre hors de notre humanité. Donc, on a réadopté Néandertal. Par ailleurs, maintenant, il semblerait qu'il soit fort probable que les hommes modernes et les hommes de Néandertal ont donné lieu à quelques petits bâtards qui occupent encore l'Europe et dont nous faisons finalement tous partie. Ce qui nous amène à découvrir ceux qui colonisèrent l'Europe, mais là on va faire un saut d'à peu près 20 000 ans dans le temps. Excusez-nous, les préhistoriens aiment bien brasser les millénaires allègrement, c'est assez abstrait. Et on va se retrouver en pleine période du pléniglaciaire, où l'extension des glaciers semble avoir été maximale et où la vie dans certaines parties de l'Europe était devenue impossible, en tout cas pour des êtres humains. C'est une période où le nord de la France était couverte par un permafrost permanent et une grande partie de la France couverte par un permafrost saisonnier, où finalement il était assez compliqué de rester, à moins de mettre en place un mode de vie très nomade, qui se déplaçait sur de grandes distances. Donc cette période est associée au développement d'une culture dans la péninsule ibérique et dans le sud de la France, jusqu'au Rhône, pas plus à l'est. Et ça s'appelle le Solutréen, du nom du site de Solutré qui se trouve dans la Saône, correspondant au point bleu ici. Voilà, c'est le numéro 14. Non, 14 c'est Volgu, c'est numéro 13. Donc, durant cette période, le silex a été taillé avec un raffinement extrême. On a rarement fait aussi raffiné, sans nécessité pour la subsistance. Il n'était pas nécessaire de tailler le silex de cette manière-là pour aller chasser du gibier petit ou grand. Les sites sur lesquels des matières colorantes ont été trouvées sont marqués en noir avec leurs petits numéros, et sinon toutes les petites pastilles grises indiquent les autres sites de plein air ou en grotte où des hommes se sont installés durant cette période et ont laissé derrière eux principalement du silex, parce que c'est ce qui dure le mieux, ce qui se conserve le mieux, et toujours taillé avec ce raffinement. Alors voici quelques exemples justement de ces objets qui sont retrouvés dans ces contextes dits solutréens. La particularité en fait de ces matériaux, donc au-delà de l'aspect technique dont vient de vous parler Hélène, c'est aussi la qualité de la matière choisie. Il y a une grande sensibilité en fait, non pas seulement aux aspects techniques de la matière par rapport aux propriétés qui vont être recherchées dans ces matières, mais aussi un aspect esthétique. On va essayer de trouver, de choisir au mieux cette matière première, d'une part pour qu'elle soit capable de résister justement à ces multiples tailles pour obtenir un objet justement d'une grande précision, mais aussi pour avoir une couleur, un lustre et un objet qu'on va considérer comme effectivement pour nous esthétique. Et ces matériaux peuvent provenir d'un environnement assez proche par rapport aux sites qui vont être étudiés, mais peuvent aussi être issus de gisements qui sont à beaucoup plus longue distance. Et on va essayer d'illustrer un petit peu ces différents matériaux qu'on va pouvoir retrouver à des distances assez variables. On retrouve par exemple aussi toute une série de coquillages. Alors il y a plus d'une vingtaine de sortes de coquillages qui vont pouvoir être trouvés sur de nombreux sites solutréens.
qui peuvent être soit provenant en fait de la Méditerranée, donc pour des coquillages qui auraient été ramassés, on va dire, vivants, et qui vont se retrouver, donc ça c'est les grands triangles, on va dire, bleu turquoise, qui vont se retrouver donc beaucoup plus au nord en fait, et dispersés soit plutôt côté Dordogne, soit du côté plutôt de Solutré. Voilà, merci. Et sinon, on va aussi retrouver des coquillages qui sont des coquillages fossiles qui vont provenir de ces deux autres points bleus que vous trouvez donc, en face des îles d'Oléron et plus au nord, et qu'on va retrouver aussi dispersés sur un grand nombre de sites solutréens. Donc, on a une recherche effectivement de matière avec des caractéristiques, avec des formes, comme vous pouvez le constater, qui sont très variées, qui sont très contrastées, et dans lesquelles on va retrouver en fait un petit trou. Ils vont être percés pour fournir des perles, pour former des parures, et donc on va parler de pendeloques, de colliers, etc., etc. Donc on retrouve ce sens de l'esthétisme assez important, et on illustre aussi par ailleurs les réseaux de circulation aussi de ces matières. Un autre exemple concernant ces matières colorantes qui sont trouvées dans ici un site qui s'appelle Compsonnière. Alors ici on a un exemple d'un bloc d'oxyde de manganèse qui est particulièrement bien facetté, bien poli, avec une régularité sur chacune des faces d'un grain très fin. Et on va retrouver en fait ce bloc qui n'est pas du tout isolé. On va retrouver d'autres matières colorantes aussi, beaucoup d'hématites, de blocs de rouge aussi, qui vont être trouvés taillés dans ce site-là. Mais la particularité de cette manganite, donc qui est un oxyde de manganèse de formation hydrothermale, c'est qu'on n'en retrouve pas ailleurs que dans des parties plutôt Languedoc ou pyrénéennes. Donc c'est plus de 250 km de Compsonnière. Donc on a une véritable recherche de l'esthétisme et d'une matière qui est particulièrement brillante avec des reflets métalliques. Oups, pardon. Je ne sais pas. On retrouve aussi sur un autre site qui s'appelle les métros, dans lequel on a retrouvé entre 600 et 1000 fragments en fait, d'oxyde de fer et d'oxyde de manganèse, donc des blocs avec des éclats principalement, sur lesquels on retrouve en fait des traces liées au chauffage, au traitement thermique. Bah, décidément, je ne sais pas. Le traitement thermique des oxydes de fer permet en fait le changement de la couleur jaune qui est lié à un oxyde de fer qui s'appelle la goethite, qui, soumis à plus de 2 heures de combustion à des températures comprises entre 300 et 400 degrés, vont conduire à une hématite rouge et qui va garder des stigmates de ce traitement thermique en formant des micropores qu'on arrive à observer en fait, par des techniques de microscopie assez poussées. Mais vous voyez, toutes les petites porosités en noir sont issues en fait, de ce traitement thermique. Il faut comprendre que ce traitement thermique a été effectué sous contrôle. C'est-à-dire qu'on n'a pas une combustion partielle, on a une transformation totale de la matière, elle est complètement rouge. Donc a priori, ça a été fait sous couvert, donc certainement sous un lit de sable, et pendant une durée déterminée. Donc on n'est pas en contact de matière organique aussi qui aurait laissé des traces. Donc on maîtrise cette technique qui est également utilisée en fait, pour améliorer les propriétés des silex avant la taille. Donc on a un détournement peut-être ou alors une adaptation de ces traitements thermiques pour modifier les propriétés mécaniques et les propriétés aussi de couleur. Donc on sent une très bonne maîtrise en fait par ces hommes à la fois de la recherche de matière, mais quand ils ne disposent pas de la matière qui les intéresse, ils vont aussi être capables de transformer pour l'obtenir.
Ces matières colorantes, on les retrouve aussi, et évidemment, dans ces sites ornés du Solutréen, qui ne sont pas si nombreux que ça, mais on en retrouve quelques-uns, en particulier dans la grotte de Cosquer, qui est maintenant une grotte sous-marine en fait, du côté de Marseille, et la Tête du Lion, qui est une grotte de la vallée de l'Ardèche. Sinon, on va retrouver ce grand sens de l'esthétisme et ce grand sens technique, en fait, principalement sur ces sculptures qui sont trouvées au Roc de Serre, mais pas seulement, et sur un grand nombre aussi d'objets qu'on appelle de l'art mobilier, donc des éclats de roches qui sont aussi peints, qui sont aussi gravés ou sculptés. Et donc, on voit très bien la finesse du tracé obtenu par ces hommes. Un exemple également de cet art peut être observé en fait à Lascaux. Alors il y a un petit peu des débats autour de l'attribution de la grotte de Lascaux à la culture solutréenne, et pour autant on va voir en fait que les peintures de Lascaux, au-delà en plus de cette galerie, c'est une véritable galerie d'œuvres d'art hein, dans laquelle on peut circuler, on peut aussi considérer en fait la grotte de Lascaux comme une galerie de minéralogie, véritablement, aussi bien par l'exemple en fait des blocs donc de ces fameux crayons qu'on va pouvoir retrouver en bas des parois, qui sont en fait directement connectés à cet art pariétal avec des traces de facettage et des traces d'usage ou voire des traces de modelage, mais également par l'intermédiaire en fait, des matières colorantes qu'on va trouver au sein des micro-prélèvements qui ont été réalisés en fait, dans les années 2000. On va retrouver toute une série d'oxydes de manganèse avec des particularités chimiques et avec des particularités de minéralogie quand on les observe en fait à très fine échelle. Des natures, je vous épargne tous les noms barbares de ces minéraux, mais il y a plus d'une trentaine d'oxydes de manganèse qui existent et on en retrouve au moins une dizaine différents en fait, dans la grotte de Lascaux, comme on peut le voir ici sur trois exemples de prélèvements et donc qui présentent des faciès et des morphologies bien caractéristiques. Et on constate effectivement qu'on a beau essayer de chercher à faire du noir, on va faire du noir mais avec des matières qui vont être différentes et qui vont être déposées de façon différente et qui vont être préparées et mélangées aussi avec plus ou moins de ce qu'on appelle de la charge, donc éventuellement de la calcite pour améliorer les propriétés éventuellement mécaniques ou de l'argile pour permettre une meilleure adhérence en fait de la matière picturale. Et selon aussi les modes de dépôt, on va plus ou moins en fait les rendre humides si on les dépose au pinceau ou si on les projette par la bouche par exemple. Un dernier exemple dans la grotte de Lascaux, ce sont ces fameux blasons. Alors ici, ils sont recadrillés, mais ils sont tous finement gravés par-dessus. Donc on a une palette de couleurs déjà, du violet, du noir, du jaune, du rouge, et qui montrent pour chacun des carreaux qui sont utilisés des matières premières et des matières préparées qui vont être différentes. Des superpositions pour le violet, des natures de noir qui vont être aussi différentes. Et donc, on a, pour chaque carreau, en fait, on a un pot de peinture, si on peut parler comme ça, différent. Donc, on a bien aussi une question d'approvisionnement, sachant qu'en plus, la Dordogne, à cette époque-là, était très largement, dans son environnement, proposait une très grande diversité d'oxydes de manganèse à proximité. Donc, cet homme de l'époque solutréenne savait aller chercher les matières adaptées en fait, par rapport à ce qu'il voulait effectivement produire sur la paroi. Donc, grâce à cet exemple, on voit effectivement aussi toute la richesse et toute de la pratique à la fois technique et de ce sens de l'esthétisme particulièrement poussé. Donc, à travers ces différents exemples, que ce soit le moustérien ou le solutréen, on a essayé de mettre en perspective l'ensemble de ces analyses qu'on a pu établir en fait, autour de ces matières colorantes pour les remettre en perspective dans ces cultures et de comprendre en fait, l'importance de ces traditions qui se perdurent donc vous avez vu, sur plusieurs milliers d'années.
On arrive en fait à comprendre la place de ces cultures dans un territoire grâce au maillage des lieux. On arrive en fait à connecter les sites les uns avec les autres grâce à des sites d'approvisionnement, mais aussi par rapport à la proximité ou à la distance des sites d'approvisionnement. Et ça nous permet aussi d'accéder à un sens de l'économie avec justement cette sélection, ces stratégies d'approvisionnement, et on arrive à accéder à cette organisation sociale. Par l'aspect technique et la compréhension de comment on arrive à obtenir un objet facetté ou un silex ou des matières travaillées pour obtenir de la poudre, on arrive à identifier un savoir-faire technique individuel, mais aussi des connaissances qui vont être généralisées, qui vont être partagées, et puis surtout avec une tradition orale qui va pouvoir aussi perdurer. Et donc une très bonne maîtrise, le côté inventif et le côté aussi complémentarité de l'ensemble de ces techniques. Et enfin, cet homme se positionne dans un environnement et on comprend très bien, très vite, en étudiant en fait ces matériaux, que ce soit les silex, les matières colorantes ou encore les coquillages, le lien très fort qui existe en fait entre cet homme et son environnement direct, avec sa capacité d'adaptation, le choix des sites par rapport à des accessibilités, et donc ces nécessités de migration et donc d'accéder en fait aux circulations et au peuplement des différentes régions. Et donc, c'est grâce à l'ensemble d'une connaissance à la fois donc, archéologique, mais avec l'apport de la physico-chimie, qu'on arrive comme ça à mettre en exergue vraiment l'ensemble de ces traditions qui ont pu perdurer sur plusieurs milliers d'années. Ces résultats n'ont pu être obtenus sans l'investissement fort d'un certain nombre de collègues. Donc vous avez ici, alors on espère n'avoir oublié personne, mais voilà, c'est compliqué de faire ce genre de liste parce que c'est aussi un travail de plusieurs années, d'une dizaine d'années. Et évidemment, ceci ne serait pas possible sans un certain nombre de soutiens financiers. Donc nous remercions aussi toutes ces personnes-là, ainsi que vous-même pour votre attention. Et nous sommes prêts à répondre à vos questions.